Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du Draft & Pick podcast. Aujourd'hui, on va changer un peu d'air. On quitte l'Amérique et on va traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'en Europe pour faire une draft spéciale de l'Eurobasket qui commence demain. À l'heure où on s'enregistre, on est quelques jours avant, mais l'épisode sera publié la veille du début de la compétition. Et on enchaîne après une draft sur les rookies, une draft sur les champions NBA de 2016 à 2025. On va visiter un nouveau continent, une nouvelle compétition pour notre plus grand plaisir avec Oscar, puisque voilà, c'est un continent qu'on connaît très peu. Mais comment ça va, Oscar, ce matin? En pleine forme, très content de pouvoir un petit peu couvrir ce tournoi juste avant son commencement avec une draft qui s'annonce exotique, un petit peu frileuse aussi. On a pris nos bottes, on a pris nos bonnets, on est parti s'aventurer dans les montagnes en Estonie et faire des randonnées du côté de Chypre. Mais en tout cas, je suis prêt pour cette draft et je suis très très content aussi de voir le casting s'élargir. Oui, car en effet pour cette 3e draft, on sera 4 et ce sera, et tant mieux d'ailleurs pour rajouter un peu de pertinence à tout ça, puisqu'on est accompagné de 2 de nos collègues du roster et je vais commencer par Lucas. Comment ça va, Lucas, ce matin? Salut à tous, ça va super, très content de venir pour parler un peu d'Eurobasket, de mêler basket européen et NBA ensemble. On sait que toute l'année il y a un peu une petite guéguerre, mais c'est marrant durant l'Eurobasket de voir ce contingent de joueurs se réunir pour s'affronter, donc non, très content. Trop bien. Et notre 2e invité, on a aussi l'honneur d'accueillir Corentin. Comment ça va, Corentin? Mais écoute, ça va. Salut les gars. Un peu pareil que Lucas. En fait, moi, je suis un peu déçu que Lucas soit là parce que je me suis dit super, je pourrais ramener un petit peu d'Euroleague dans le podcast et tout. Mais le problème, c'est que Lucas, il est encore 6 fois meilleur que moi. Donc voilà, il va nous rouler dessus. Mais on va s'amuser, ça va être cool. Non, pas du tout. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que si je dévoile un peu les backgrounds de la préparation du podcast, j'ai vu quand même pas mal de préparations se mettre en avant. J'ai du Oscar qui s'amuse à regarder un Suède-Estonie à 3h du matin hier soir. J'ai du Lucas qui a un tableau Excel très complet apparemment, etc. Donc non, on a 3 garçons qui me semblent très motivés ce matin. Bah ouais, moi je t'avoue que les compètes FIBA, c'est vraiment genre mon truc, enfin c'est vraiment mon truc préféré dans le basket quoi. Si aujourd'hui je suis au roster, c'est parce que les compètes FIBA, ça m'a trop fait kiffer en fait. Donc ouais, trop hâte. Et d'ailleurs, il y a des articles des previews qui ont commencé à sortir et qui vont sortir au fur et à mesure, il me semble, sur les différents groupes, c'est ça? Ouais, effectivement, je pense qu'au moment où t'as dit que ça sortait la veille du début? Ouais. À peu près. Exactement. Ouais, je pense que d'ici là, les 4 previews seront sortis sur les 4 groupes. Voilà, un petit passage sur chaque équipe. Donc c'est cool pour se mettre dans le bain. Notamment les équipes un peu plus modestes, on va dire, qu'on connaît pas trop. Mais du coup, ouais, l'article de la poule A qui, moi, m'a bien servi aussi pour faire mes petits ajustements, confirmer certaines impressions visuelles que j'avais eues. Et ouais, c'est aussi ça le trésor du roster, c'est qu'on peut vraiment on se cultive, on se renseigne et franchement, ça rend tout très agréable aussi sur ce média et ça permet d'affiner et d'acquérir certaines connaissances. Ouais, surtout que là, le groupe A, donc c'est Nico et Yoni qui s'en sont occupés, qui connaissent pas mal le basket européen. Et c'est ça qui est cool, c'est que chaque groupe a été fait par des personnes différentes, chacun a mis sa patte et son truc. Et du coup, c'est grave cool. Voilà. Moi, je sais que sur mon groupe, j'étais accompagné par quelqu'un que je citerai pas, qui a des avis catastrophiques. Mais c'est pas grave. Il y a son nom à côté de son avis catastrophique, donc on l'accepte.
Ça va, on dira rien, on dira rien. Euh, Oscar, est-ce que tu veux nous dévoiler un peu plus en détail les règles de cette draft de l'Eurobasket? Bah avec plaisir. Donc on est toujours sur notre système de création de 5 majeurs poste pour poste, avec évidemment un sixième homme. Donc vous l'avez vu pour l'Eurobasket, on a donc 24 équipes. Si j'ai eu mon brevet puisque j'ai arrêté les maths en seconde, 6 fois 4 est égal 24. Donc avec un 5 majeur plus un sixième homme, on aura donc en tout 24 joueurs et 6 joueurs par personne, ce qui nous permettra de couvrir toutes les équipes de l'Eurobasket, puisque évidemment la contrainte, la grosse contrainte de cette émission, c'est de créer un 5 majeur avec la contrainte de prendre un joueur par équipe. Donc on va devoir très certainement s'atteler à parler des sélections belges, britanniques, chypriotes, mais du coup c'est un petit peu le but du jeu, c'est aussi de faire un état des lieux de chaque équipe et du joueur qui nous intéresse le plus, des forces en présence potentielles pour permettre un petit peu d'éclaircir les horizons en vue de cette compétition. Et ensuite, bah, évidemment, il y aura le fameux vote quelques jours après la publication de l'épisode pour décider de qui a le meilleur 5. Alors, j'ai pas encore le résultat du deuxième épisode, mais je sais qu'Enzo s'était imposé lors du premier. Mais là, ça va être assez intéressant de voir un affrontement à 4. Et je crois qu'on est à peu près bon. Pas de jeu aujourd'hui. On va faire un tirage au sort simple à la roue, comme au bon vieux temps. Et ensuite, on suivra cet ordre jusqu'au sixième homme et jusqu'à la fin de cet épisode. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des règles. Exactement, exactement. Et on est sur on va faire une draft en serpent pour que l'ordre de la draft soit pas des plus importants, parce que sinon c'est vrai que le premier a quand même vraiment un gros avantage, étant donné qu'on fait un tirage au sort. Ça me semble plus équitable, et le tirage au sort vient d'être effectué. Pour toutes les réclamations, je vous encourage à me contacter par mail s'il y a des problèmes, etc. Mais j'assume ce choix, puisque non, je ne tombe pas en numéro 1, ça aurait été un peu trop facile, mais le numéro 1 sera Luca. Luca qui aura la chance d'avoir le premier choix. Ensuite, ce sera moi pour le deuxième, Oscar en troisième position et Corentin en quatrième position. Est-ce que c'est cet ordre que pensez-vous de cet ordre, les gars? J'en suis très content, perso. Même si j'hésite du coup sur mon choix. Je pensais pas avoir le premier, mais bon, on va voir. Corentin, c'est ce que je disais avec Oscar au préalable. Il me semblait quand même qu'on avait un top 3 de stars un petit peu au-dessus des autres, et que le quatrième pouvait se sentir lésé. Est-ce que c'est ton cas là maintenant? Est-ce que je me sens lésé? Ouais, bah effectivement, de toute façon, on va vite le voir, hein. Effectivement, il y a un top 3 qui est vraiment très loin devant le reste. J'avais déjà réfléchi un petit peu à ce scénario du 4, malheureusement. Bon, ça va faire, je vais pouvoir prendre 2 joueurs à la suite. On verra. On verra, je vais réfléchir pendant que vous donnez les 3 premiers picks obvious, et puis j'essaie de me trouver un petit truc. Mais effectivement, c'était pas la bonne place où tomber, quoi. On va pas se mentir. Luca, c'est donc à toi de lancer cette draft. Le premier choix, le first pick. Qui vas-tu sélectionner en tant que premier pick, que premier joueur de ton 5 pour cette draft de l'Eurobasket? Avec mon premier choix, du coup, je vais sélectionner Nikola Jokic. Alors j'ai beaucoup hésité avec Luka Doncic, bien évidemment. Mais là, en fait, bon, je vais peut-être pas faire une présentation très approfondie des deux, enfin de Jokic, parce qu'on le connaît, hein, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, un pivot passeur juste exceptionnel, 5 fois MVP d'affilée normalement. Enfin, on est vraiment sur le meilleur joueur du monde, tout simplement. Et pourquoi j'ai privilégié Jokic à Doncic? Parce que dans cette compétition FIBA, je trouve qu'il y a plus de profondeur en termes de guard
qu'en termes d'intérieur. Donc je préfère tout de suite m'assurer le pivot de mon équipe et construire ensuite autour de lui, sachant que c'est quelque chose qui fonctionne quand même plutôt bien. On l'a vu que ça soit à Denver ou même avec la Serbie. Cette capacité à évoluer avec des porteurs de balles élites ou des porteurs de balles un peu moins élites. Donc ouais, je préfère Nikola Jokic et on verra ensuite pour l'entourer, mais c'est mon premier choix. Bon, ça me semble cohérent. En tout cas, il y a pas de surprise. On ne tombe pas des nues après ce premier pick. Corentin a peut-être espéré une folie de ta part, mais non, on reste dans la sécurité, plate du pied sécurité comme on dit. C'est ça, Et je vais pouvoir enchaîner moi du coup avec mon deuxième pick et comme tu l'as dit, il y avait une hésitation peut-être pour le premier choix avec Jokic, et avec Jokic et Doncic, pardon. Et du coup, je vais choisir le deuxième. Je vais prendre Luka Doncic, le porteur de balle ultra complet, formidable meneur d'attaque qui pourrait être le fer de lance de mon équipe. Je pense que je l'aurais presque choisi en numéro 1, étant donné le nombre de pivots aussi qui me semble vraiment bon sur cet Eurobasket. Et voilà, je pense que il y avait comme tu l'as dit, une très grande profondeur au poste de meneur, mais aussi au poste de pivot. Donc on peut s'amuser à les compléter assez facilement avec les équipes qui vont venir pour les choix d'après. Et voilà, non, Luka Doncic qui sera accompagné d'une équipe beaucoup moins impressionnante que ces dernières années. Voilà, on serait très étonné que la Slovénie fasse un très grand résultat dans cet Euro. Mais voilà, en tout cas sur le plan individuel, je pense que Doncic est assez clairement le deuxième meilleur joueur intrinsèque de cet Euro. Donc voilà, ce sera mon pick en la personne de Luka Doncic. Et Oscar, ça va donc être à toi. Bah, pas de surprise non plus, je pense, dans mon choix, puisque je vais sélectionner avec le troisième choix, mon premier, Giannis Antetokounmpo. Donc, le grec. Bon, il n'y a pas non plus... vous avez raison de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une présentation élargie de Giannis. Voilà, enfin, c'est un top 5 pour certains, un top 1 NBA pour d'autres. Voilà, c'est toujours le porte-drapeau de la Grèce. Voilà, il est dans son prime, surtout que là, je pense que à l'instar de certains joueurs, je pense notamment à Doncic qui arrive dans une forme physique qui semble être proche de son apogée. Je pense que monsieur Giannis Antetokounmpo est très agacé et a, je pense, envie d'envoyer un certain message aux équipes, à son équipe, mais aussi à des équipes qui pourraient potentiellement trader pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler, surtout qu'il a enfin pu débuter sa prépa en termes de match et il semble en grande forme. J'ai très très hâte de voir comment Giannis va surfer sur cet Euro, même si évidemment la Grèce n'est pas favorite. Ça sera toujours intéressant de voir un des meilleurs joueurs du monde dans son prime dans une compétition comme celle-ci. Ok, Ouais, c'est maintenant qu'on commence à s'amuser. Ouais, jusque-là tout va bien, j'allais dire. Maintenant, c'est Corentin, tu as libre choix pour ton premier choix. Ouais, carrément, pour le coup, le top 3, honnêtement, je pense qu'il y a pas de surprise. Je pense que je l'aurais pris dans cet ordre-là aussi, personnellement. Donc là, j'ai 2 choix à la suite, c'est bien ça? Exactement. J'ai 2 choix à la suite. Je vais rester en NBA, en réalité. Et avec mon premier choix, je vais partir sur Lauri Markkanen en Finlande. Lauri Markkanen qui sort pas forcément de sa meilleure saison individuelle, mais qui en FIBA est toujours d'un niveau dingue. Là sur la prépa, sur ces dernières semaines, il sort des perfs à 30-40 points tous les 2 jours. La Finlande n'est pas une grande favorite, une équipe favorite. Il n'y a pas grand monde autour de Lauri, si ce n'est Jantunen, qu'on connaissait à Paris. Mais voilà, écoutez, on fait avec. J'ai un peu le seum en fait de pas être dans le top 3.
Mais Lauri Markkanen, voilà, qui va pouvoir faire un petit peu de création, se créer ses tirs, assurer du scoring, choses comme ça. Bon, voilà, je sais pas ce que Bah, ça va, vous auriez eu en, bref, ouais, moi en je l'avais 4. assez clairement en 4 aussi, et dans la mesure où il prend un poste qui est pas pris pas par les meneurs ou les pivots qui sont quand même assez présents en quantité et en qualité, j'ai envie de dire, je pense que c'est le meilleur compromis qu'il y avait en 4. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi en tout cas ouais. Laurie en choix 4, ça me semble vraiment assez pertinent. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a une différence entre le Lauri Markkanen NBA et le Lauri Markkanen FIBA. C'est durant l'Eurobasket 2022, de mémoire, je crois qu'il était à 28 points de moyenne parce que, en fait, dans le système de la Finlande, c'est vraiment lui le meilleur joueur, très bien utilisé off-ball où sa taille est un réel avantage. Et dans cette équipe ultra offensive de la Finlande, il est vraiment parfait. Et ouais, clairement, en termes de talent pur, moi aussi, je l'avais quatrième, à égalité peut-être avec un autre joueur, mais je m'étais quand même mis Markkanen un peu devant. Donc ouais, clairement pour moi c'était le choix évident à faire, Markkanen en 4. Et puis c'est clair qu'on est quand même un peu loin du Markkanen All-Star en NBA, mais c'est quand même c'est aussi dû à son niveau qui se stabilise, qui stagne un petit peu, mais il est quand même moins bien entouré que quand il était arrivé au Jazz et qu'il y avait encore un semblant de construction post Gobert Mitchell qui lui avait quand même permis de s'exprimer et d'atteindre le All-Star Game, puisque maintenant le Jazz c'est plus une usine à talent, à guard ailier qui aime bien scorer, que voilà. Je pense que pour revoir Markkanen dans un contexte qui peut lui permettre de au moins d'atteindre un tout petit peu le niveau qu'il a en FIBA, il faudrait peut-être un transfert, même si évidemment avec son contrat c'est très compliqué d'imaginer un transfert pour lui. Ouais, et puis il était bloqué parce qu'ils avaient pas le droit de le transférer jusqu'à récemment là, donc peut-être que ça va se débloquer pour lui cette année, mais sur la saison 24-25, ils avaient pas le droit de le trade, donc à voir comment ça évolue aussi. Corentin, qu'est-ce que Ok. tu nous réserves du coup avec ton prochain pick? Et en fait, je viens de me rendre compte que j'avais un gros chouchou au poste 4 et je viens de prendre Markkanen dessus, donc je suis un petit peu dégoûté, mais, mais c'est pas grave. Pour mon prochain pick, je vais aller chez une autre équipe favorite. Depuis tout à l'heure, je dis favorite, mais je suis pas sûr qu'on dise favorite. Si. Bon. Si. Euh, et je vais prendre mon meneur de jeu. Je vais aller en Allemagne et je vais prendre Dennis Schröder. Un petit peu comme Markkanen, pas forcément dans ses meilleures années en NBA, mais dès qu'il arrive en FIBA, Schröder, bah c'est incroyable. On l'a bien vu au JO, on l'a bien vu à la Coupe du Monde ces dernières années, dans un basket où sa petite taille est moins handicapante qu'en NBA, on va dire. L'Allemagne qui fait partie vraiment des deux favoris avec la Serbie, où il devrait encore une fois faire une grosse compétition. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que bien évidemment, il y avait aussi Franz Wagner, que je vous enlève, vu qu'on a le droit à un seul joueur allemand. Franz Wagner, Dennis Schröder, lequel des deux vous intéressait plus, vous? Au vu du choix Markkanen, je trouve que peut-être choisir Dennis Schröder est plus complémentaire, parce que tu te dotes d'un très bon ball handler, créateur, et d'un excellent finisseur, là où Franz Wagner est peut-être un peu moins bon créateur que Dennis Schröder. Ouais, il y avait de ça. Là, j'ai un petit peu peur sur la défense, parce que Schröder et Ouais. Markkanen, par contre, ils ont intérêt à mettre leurs 20 points chacun, mais même 30. Et puis pour Wagner, Ouais. il me semble qu'il est vraiment en galère avec son shoot ces derniers temps. J'ai cru lire qu'il avait changé sa mécanique, etc. Et sur la préparation, je crois qu'il est sur un 4 sur 30, etc. à 3 points depuis qu'il a changé sa mécanique en match officiel. Et il sort en plus de ça d'une saison en NBA vraiment en deçà des espérances sur le shoot extérieur. Donc ouais, je pense que j'aurais fait assez facilement le choix Schroeder aussi de mon côté. Ok, et ben voilà pour l'Allemagne. Je te rends la main. C'est à toi, Enzo, non? C'est ça? Non, là c'est Oscar. Ah, c'est Oscar. Mince, j'ai inversé. Ok, donc alors c'est à moi. Donc vous avez pris, on va dire
vous avez déjà pris les gros calibres. Moi, je pense que je vais sécuriser mon meneur de jeu. J'ai envie de le placer là parce que c'est un des joueurs pour lequel je me suis le plus renseigné. Je vais aller du côté de l'Estonie. Je vais prendre monsieur Christian Koulamae. Alors, je sais pas si je prononce correctement. Donc, il joue actuellement en Lituanie. Alors, il vient d'arriver dans une équipe lituanienne, mais il a passé les dernières saisons du côté de Bilbao. Donc, je sais pas comment je peux le classifier. Je pense que dans son équipe hors Estonie, il joue meneur arrière, mais moi, je vais l'utiliser en tant que meneur. J'ai vu un joueur très intelligent, assez polyvalent, bon shooter, qui est capable de créer off-ball parce que c'est pas forcément, enfin de jouer off-ball parce que c'est pas forcément je pense un pur meneur dans son équipe, mais voilà, capable, je pense, dans cette sélection de créer sur pick and roll avec alors je sais plus c'est quoi le nom de l'autre star du côté de l'Estonie. Je crois que c'est un pivot qui doit avoir je crois que c'est un pivot de 35 ans qui a je sais plus c'est quoi son nom. Je crois que Mec c'est Costar. ouais, voilà, Costar, et qui est capable de créer en pick and roll avec lui. On est sur un guard qui est quand même assez solide défensivement. Pour avoir regardé le match face à la Suède, ça m'a paru face à la Suède, ouais, ça m'a paru assez assez pertinent, très fluide à regarder. J'ai beaucoup fait certains choix sur de l'impression visuelle, et ça m'a franchement frappé à l'esprit la fluidité du joueur qui est pourtant je trouve sur certains points assez qu'on pourrait croire assez raide, mais je le trouve assez beau à regarder avec une capacité de direction du jeu sans monopoliser le ballon dans mon équipe. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Donc je prends Christian Koulamae en tant que meneur, et j'enlève l'Estonie de la disponibilité. Ok, apparemment très très grosse surchauffe à 3 points cette année. Je vais pas faire semblant, hein, je connais pas le monsieur plus que ça. Sur ses compétitions européennes, il a tourné à 48% à 3 points cette année. Ouais, j'ai vu ça en prépa, c'est n'importe quoi, hein. J'ai aucune idée de la valeur du joueur comme toi, mais les chiffres sont effrayants. Bah, je suis d'accord, il y a 48% à 3 points, mais quand tu regardes en Ouais, le reste c'est pas championnat, fou, ouais. non mais Ouais. même en championnat, il a 26% cette saison, 34% la saison dernière avec Bilbao. J'avoue, je connais pas non plus le joueur, mais on dirait que c'est une grosse surchauffe quand même. Hmm. Après, on est habitué à ce qu'Oscar nous fasse des choix de hipster assez prononcés. Mais voilà, généralement, il y en a un par épisode. Et donc là, on l'a assez haut cette fois-ci. Ah, Donc, mais là c'est vraiment ton Ryan Nembhard, parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est haut pour aller chercher pour aller chercher notre ami Koulamae, je pense. Mais ok. c'est la touche Oscar, j'ai envie de dire, c'est ce panache que nous avons pas forcément nous autres mortels. Voilà, c'est ce qui va lui permettre peut-être d'aller chercher des votes parmi nos quelques abonnés estoniens. D'ailleurs, on vous embrasse, les habitants de Tallinn notamment. J'ai une pensée pour vous. Euh, et je vais pouvoir enchaîner avec mon pic. Et je vais sûrement rendre nostalgique un petit peu les fans des Mavs, puisque je vais recréer un duo qui a performé dans le Texas du côté de Dallas il y a quelques années, puisque je vais accompagner Luka Doncic de Kristaps Porzingis, le Letton. Et donc pour ça, j'enlève la Lettonie, qui est un des gros outsiders de cet Eurobasket. Et je prends un Kristaps Porzingis qui est de plus en plus fragile, qui est vieillissant, mais qui reste un profil de joueur vraiment intéressant, et surtout sur le basket européen, il me semble, où on a vraiment une valeur pour les joueurs très grands qui savent shooter, qui est encore plus importante, j'ai l'impression, qu'en NBA. Et j'ajoutais à ça aussi un très bon protecteur de cercle.
Et voilà, je suis bien content de pouvoir associer les deux ensemble. Je pense que leur complémentarité n'est pas à prouver. Ils l'ont déjà prouvé que voilà, c'est un duo qui fonctionne durant leurs années à Dallas. Et, euh, et voilà, j'enlève une bonne équipe, mais voilà, dont la star était, je pense, assez dominante et le choix assez facile malgré tout dans l'équipe lettonne. Même si il y avait un Arthur Zagars que j'ai découvert dans mes recherches que j'ai trouvé être un joueur très intéressant. Mais voilà, je priorise Monsieur Kristaps Porzingis. Lucas, fais-nous un petit peu de Zagars, là, ton chouchou. Ouais, 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 non, Arthur Zagar, donc il était cette année au Fenerbahçe. C'est vrai que tout le monde l'a vu exploser durant la Coupe du Monde de 2023. Et donc là, cette année au Fener, ça a été un peu compliqué pour lui pour plusieurs raisons. Déjà, dans le système du Fenerbahçe, donc Jasikevičius, qui est le coach, légende de l'Euroleague, mais qui avait un système de jeu très rigide, qui laissait très peu de place à la liberté pour ses joueurs, la créativité offensive. Et donc c'est vrai que Zagar, devait respecter les systèmes, jouer off-ball, etc. Et c'est pas vraiment sa force, parce que Zagars, c'est un excellent meneur sur pick and roll. Il a vraiment des flashs de playmaking qui sont très 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 surprenants. Après, c'est vrai que le tir est pas forcément rentré cette année en Euroleague, mais très très prometteur. Il est encore très jeune. C'est un joueur qui s'était fait une rupture des ligaments croisés, si je me trompe pas, il y a 1 an et demi, et il est revenu comme il était avant sa blessure. Donc voilà pour ce qui est de Zagars. Après, bon, défensivement, c'est une liability, mais dans le basket européen, c'est peut-être moins une liability qu'en NBA. Magnifique. Est-ce que quand je vois l'amour que tu sembles lui porter, est-ce que je t'enlève un choix que tu allais faire dans tes Je, deux choix juste après? c'était une wild card. Alors, je savais qu'en voyant Porzingis, il allait partir, donc je me doutais que j'allais pas pouvoir le pick. Mais j'ai déjà pensé à un prochain joueur qui va pouvoir vous empêcher à vous de pick un autre joueur. Et ben, on t'écoute alors. Qui Ouais, vas-tu nous empêcher de prendre? ouais. Parce que là, du coup, si je ne me trompe pas, donc j'ai 2 picks d'affilée. C'est bien ça. Donc, ouais. Donc sur le premier, on va faire du connu et c'est très complémentaire à Jokic, je trouve. Mais c'est Zachary Rizaché, donc qui va être mon joueur off-ball, mon 3&D connecteur parfait, etc. J'aime beaucoup Zachary Rizaché. C'est vrai qu'il a connu une saison en 2 temps où au début les tirs rentraient pas et après, je crois que c'est à partir du All-Star Game ou un peu avant, il a retrouvé son adresse et il était même en surchauffe. Euh, mais globalement, c'est un excellent joueur qui est excellent off-ball, qui a des capacités de connecting, que ce soit par l'attaque de close-out, etc. Enfin, c'est vraiment un très très bon joueur, capable d'apporter de la protection de cercle secondaire. J'aime beaucoup là ce qu'on a vu avec la France, une utilisation un peu en roamer par séquence. Donc ouais, non, j'aime beaucoup Zachary Zaché à côté de Nikola Jokic. Je pense que vraiment ça peut être très 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 complémentaire. Après, je sais Ok. pas ce que t'en penses, Lucas, et les autres, mais je trouve que sur certains aspects, il y a un peu en France, ça se marche un peu dessus avec Bilal aussi, sur l'utilisation de Ouais. Zach. Je sais pas Oh. comment vous voyez les choses. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est pour ça on les a vus, je crois, sur le premier match jouer ensemble. Mais après, sur le reste, il y avait toujours des minutes qui étaient alternées parce que compliqué d'avoir deux ailiers comme les deux là ensemble sur le parquet qui sont pas vraiment des créateurs d'élite et qui évoluent off-ball. Donc ouais, c'est vrai que avoir les deux en même temps, c'est compliqué. Et même ressortir un joueur de cette équipe de France, c'était un peu compliqué. Ouais. En fait, ce qui rend difficile leur cohabitation pour moi, parce que Bilal a effectivement joué un peu poste 2 théorique, on va dire, sur la prépa. Ce qui rend difficile ça, c'est qu'il y a pas, il y a personne d'héliocentrique, t'as pas un vrai créateur primaire à côté pour faire vivre l'équipe offensivement notamment. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, Reza chez Bilal, c'est sur le terrain en même temps, c'est difficile parce que tu perds tellement de création que ça devient compliqué, sachant que la création est déjà le gros problème de l'équipe de France depuis quelques années. Donc ouais, effectivement, pas facile de piquer en France.
tellement c'est homogène, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Et je pense que moi, je serais parti sur Yabusele sûrement pour, euh, pour une question de complémentarité avec Luka. Enfin, Luka Doncic, mais pas Luka, notre invité. J'imagine que tu es un remarquable porteur de balle primaire pour une équipe qui veut aller loin à l'Euro, mais comme je t'ai pas encore vu sur les terrains, je ne peux que supputer tout ça. Je te laisse du coup piquer ton troisième choix. Ouais, mon troisième choix, ça va être peut-être une surprise pour ceux qui suivent pas forcément le basket européen, mais c'est Shane Larkin. Parce que avant déjà, ça me permet de vous empêcher de pick Alperen Sengun. Donc ça, c'est un petit avantage. Et donc pourquoi Shane Larkin? Parce que c'est un excellent scoreur depuis qu'il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Euroleague, qui fait partie du top 25 même de l'histoire de l'Euroleague. Il a réalisé des saisons à plus de 20 points de moyenne. Il a remporté 2 titres. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec son profil, c'est cette capacité à pouvoir punir les défenses en drop, avec son pull-up qui est excellent. Il a toujours été à minimum 38% à 3 points en Euroleague dans une saison, minimum. Et les meilleures saisons, on est en surchauffe, mais à 51% en 2020. Sinon, on est toujours autour des 40% ou quoi que ce soit. Donc, vraiment un joueur élite sur ça. La capacité à apporter un peu de playmaking. Et je pense que c'est ça qui peut être complémentaire avec Jokic. C'est que dans mon équipe, Jokic, je serai le créateur primaire, le soleil autour duquel tous les joueurs gravitent. Et Shane Larkin serait un peu le deuxième créateur à la Jamal Murray à Denver. Ouais, carrément. L'année de l'Anadolu est pas facile, mais c'est pas forcément de sa faute pour le coup. Et je suis d'accord avec toi qu'en créateur secondaire, un Larkin, c'est un peu un ancien, mais clairement c'est très 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 propre. Ouais, t'as raison de dire que l'Anadolu, c'était un peu compliqué cette saison. C'est vrai que dans les stats, du coup, il y a un peu une petite baisse parce qu'on passe d'un joueur qui était à 17 points et 5 assists de moyenne l'année dernière à 12 points et 5 assists cette année. Mais c'est surtout parce que en début de saison, déjà, il a eu une préparation tronquée où il se remettait d'une blessure. Donc on l'a vu être pas mal utilisé en sortie de banc. Un joueur qui était moins responsabilisé. Surtout que l'Anadolu Efes s'est renforcé par rapport à l'année dernière. Donc ouais, saison un peu compliquée pour lui, mais il avait montré sur la seconde partie de saison d'Euroleague qu'il était bien mieux et qu'il était toujours l'un des joueurs les plus clutch. Donc je suis content que vous ayez pas piqué Alperen Sengun précédemment. Ouais, parce que c'est vraiment le pic évident pour le coup. Les Turcs qui ont clairement une carte à jouer en plus, hein. On n'en a pas trop parlé, mais tu vois, on parlait de quelle équipe avant? Où on disait qu'ils étaient un petit peu, on va dire, chapeau 2 des favoris. Les Turcs sont clairement là-dedans aussi, avec Şengün, avec Shane Larkin, avec d'autres joueurs que j'ai oubliés. J'ai retrouvé la liste. Mais une liste très intéressante en Turquie, et il faudra faire attention parce que sur des matchs à élimination directe, ça peut vite faire très mal. Bah, C'est c'est vrai que Osman qui fait une belle saison. Yurtseven, Panathinaikos qui fait une saison ok, mais qui pourra dépanner à l'Eurobasket. Donc non, il y a une belle sélection quand même en Turquie. ouais, ça, c'est que tu as beaucoup de shooters dans cette équipe. Et Alperen Şengün sera la figure de proue de cet effectif avec son playmaking et sa force sur drive. Ça semble être très très complémentaire. Donc ouais, clairement, c'est une équipe à surveiller. Je suis bien d'accord avec toi, la Turquie. Et la Turquie, vous la metteriez juste en dessous de l'Allemagne et de la Serbie dans les tiers des favoris ou encore sur un troisième tiers ou comment on en est sur la Turquie? Moi perso, je l'ai mis dans un tiers 3 parce qu'effectivement, t'as la Serbie et l'Allemagne qui sont vraiment le chapeau 1, le clair chapeau 1, je trouve. Le chapeau, ben ça c'est parce que je suis très positif sur la France, donc je mets la France dans un chapeau 2 un peu seul, en vrai. Un chapeau 1,5, on va dire. Et pour moi, la Turquie fait partie du groupe avec la Grèce, avec l'Espagne, non pas par leur effectif, mais juste parce que c'est l'Espagne. Avec des équipes comme ça, je suis en train de regarder la liste des équipes. La Slovénie aussi. Moi, j'aime pas du tout la Slovénie.
Ouais, Parce vas-y. que autour de Doncic, honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment faible. Et bah, effectivement, ouais, tu me diras après sur un match, pareil, hein, Doncic peut prendre feu et puis sortir n'importe qui. Mais tu vois, autant Yanis, autour de lui, il y a du monde en Grèce, autant Doncic, il y a vraiment pas grand monde autour. Mm. Ok, Bien et d'accord. je vais pouvoir passer à mon prochain pick. Mon troisième joueur du coup, et je vais aller sur un joueur qui a malheureusement fait plus parler de lui en dehors des terrains que sur les terrains récemment. Puisque je vais choisir Deni Avdija, l'ailier israélien, qui a beaucoup fait parler avec ses propos assez maladroits et voilà, avec lesquels on a le droit de ne pas être d'accord sur le conflit israélo-palestinien. Mais j'avais besoin d'un ailier et étant donné l'excellente saison qu'il a fait du côté de Portland au NBA cette année, je choisis Avdia, qui est un joueur vraiment all-around qui est capable d'un peu tout faire sur un terrain. Excellent défenseur, aussi bien sur des grands profils que des profils plus petits. Et il peut défendre sur du 2, 3, 4, enfin même sur des 5 un peu petits. Et aussi un des meilleurs drivers de la NBA cette année. Il a vraiment passé un cap là-dessus. Il est capable de faire parler sa taille, parce qu'on est vraiment sur un mec très grand. Je crois qu'il doit faire 6'8", 6'9", il doit dans les 2,7 m, quelque chose comme ça. Et, euh, et non, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu tout de suite du côté de Washington. Et là, ça a vraiment explosé cette année. Et, euh, et voilà, je pense que Portland va vraiment compter sur lui dans leur reconstruction. Et du côté de l'Israël, je sais pas trop comment est-ce qu'il est entouré, etc., etc. Mais je pense que intrinsèquement, on a un des joueurs, un des meilleurs joueurs dans un second chapeau, en tout cas, de cet Eurobasket avec Deni Avdija. Ouais. Clairement, Israël, tu vois, on parlait de la Turquie qui est un peu un outsider, à degré moindre, mais parmi les équipes modestes, Israël fait plutôt bonne figure. Ils sont dans le groupe français d'ailleurs, donc on aura l'occasion de les jouer sur la phase de poule. Euh, Effectivement, c'est Avdia qui sera la tête d'affiche de l'équipe. Autour de lui, il y a notamment Roman Sorkin, qu'on connaît bien en Euroleague parce il est au Maccabi Tel Aviv. Et puis en fait, il y a énormément de joueurs de l'Hapoel Tel Aviv, donc de la deuxième équipe du pays, on va dire. L'Hapoel Tel Aviv qui a gagné donc l'Eurocup, la deuxième division européenne, la deuxième compétition européenne. Et du coup, bah tous ces gars-là, ils se connaissent bien. Ils arrivent avec un Deni Avdija qui, comme tu le disais, il est un peu au pic, il a un peu atteint la maturité, on va dire. Et clairement, rien qu'en phase de groupe, ils peuvent embêter du monde, quoi. Donc, euh, donc ouais, Israël, à leur niveau, pourrait aussi faire des petites surprises. Ouais. Et donc on a Avdija qui vient compléter pour l'instant mon roster, composé de Luka Doncic, Deni Avdija et Kristaps Porzingis. Et il me semble que c'est au tour d'Oscar. Qu'est-ce que tu nous réserves cette fois-ci, Oscar? Oh bah là je vais pas. Je pense que je vais donner ma surprise. Ça arrivera juste après, je pense. Enfin ma surprise. Mon Parce que j'ai pas envie de laisser mon petit Estonien tout seul dans sa chambre parce qu'il est rejeté par mes joueurs NBA. Donc je pense que ça arrivera juste après. Euh, je pense que je vais sécuriser mon pivot parce que j'avais Şengün, mais du coup je l'ai plus. Du coup, je pense que je vais prendre Monsieur Nikola Vucevic du Monténégro, du coup, qui a donc joué contre la France. Là encore, je vais pas forcément faire une présentation élargie de Vucevic. Ça reste un joueur qui sort d'une de ses meilleures saisons avec les Bulls dans un contexte pas très compétitif qu'on connaît, avec des rumeurs de trade qui ne se sont pas concrétisées et qui sont toujours un petit peu latentes, mais qu'on espère, je pense, du côté des Bulls, mais
qu'on voit toujours pas venir. Ça parle même de le cut. Je trouverais ça assez triste. Et lui, je pense qu'il a envie d'aller dans un environnement compétitif, mais avec son profil en NBA de de protecteur de cercle plutôt en deçà de la moyenne, je pense que ça va être assez compliqué pour lui de se trouver une place, si ce n'est en sortie de banc. Je pense que moi, dans mon équipe, je le prends parce que ça m'offre une possibilité de pick and roll et de pick and pop qui est très intéressante avec mon meneur que j'ai décrit comme un bon créateur sur pick and roll. Et puis aussi, ça me libère un petit peu la raquette parce que Vucevic, c'est quand même un pivot qui space et ça me libère un petit peu ça me crée un peu de spacing avec mon meneur pour Giannis Antetokounmpo qui va pouvoir aussi bien s'exprimer dans la raquette et puis ça m'amènera une menace au poste qui est quand même pas négligeable parce que Vucevic, ça reste quand même un des joueurs sur le circuit, que ce soit NBA ou là dans cet Euro avec des mains, avec les meilleures mains. On l'a vu contre la France, malgré la défaite du Monténégro, il a été assez impressionnant, je trouve, offensivement. Donc je prends Vucevic au pivot. Si je me permets juste sur Vucevic, euh, c'est vrai que en NBA, on a l'image d'un Vucevic qui apporte du spacing, mais qui en réalité est pas vraiment un très bon shooter à 3 points, qui a 1 à 2 saisons au-dessus de la moyenne. Et dans ces saisons-là, il y a la saison 2021, donc sans public, etc. Euh, donc bref. Mais c'est vrai qu'en compétition FIBA, il y a durant l'Eurobasket en 2017 où il était bon certes à 33%, mais après sur les 2 dernières coupes du monde, donc 2019 et 2023, il a plus de 40%. Et clairement en fait, il apporte ce spacing parce que il est craint réellement par son shooting. Et en Europe, là où la ligne à 3 points est un peu plus proche, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, son profil est ultra valuable. Surtout que même en défense, où c'est pas un très bon protecteur de cercle, vu que tu as Giannis qui peut jouer le rôle de protecteur de cercle secondaire, bon, ça va. Ok. Donc c'est à moi de refaire 2 pics. Je suis un petit peu embêté parce qu'en fait je vous écoutais, j'ai pas trop réfléchi. Donc moi j'ai Dennis Schroeder et Lauri Markkanen. Et la question que je me pose pas mal, c'est la défense. La défense, et en fait je cherche un pivot, et des pivots qui savent défendre, il y en a pas tant que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais commencer par mon deuxième garde, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Et je vais aller en Pologne. Je vais aller en Pologne pour aller chercher un guard qui est polonais, depuis très peu de temps, qui est le naturalisé de l'équipe de Pologne, qui s'appelle Jordan Lloyd. Jordan Lloyd qu'on connaît bien en France parce que il est à Monaco depuis 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Je parlais de défense, Jordan Lloyd, c'est pas forcément sa spécialité, mais c'est un profil que j'aime bien. Il sort du banc derrière les Mike James, les Matthew Strazel, les Lee Okobo qu'on connaît bien en France. Et on est vraiment sur un dynamiteur. Dans cette équipe de Pologne là, il sera le porteur de balle principal de l'équipe. La deuxième star entre guillemets, c'est Mateusz Ponika qui est un ailier. Mais voilà, Jordan Lloyd qui amène encore un petit peu plus de dynamisme, on va dire, à l'attaque, qui est un gros shooter pour le coup. J'ai pas ses pourcentages, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais voilà, Jordan Lloyd pour compléter ma ligne arrière. Donc tu t'assures d'avoir les Polonais dans la poche parce que il me semble que tu vas aller assister à l'Eurobasket dans quelques jours, c'est ça? Ouais, exactement. Je vais chez eux là, je décolle demain. Au moment où c'est publié, j'espère que j'y suis déjà pour le coup. Mais effectivement, ouais, j'aurai l'occasion d'être à Katowice pour la phase de poule. Donc notamment voir Jordan Lloyd se régaler avec l'équipe de Pologne. Je retrouve pas ses stats, on s'en fiche, c'est pas grave. Ouais, j'ai Pardon, ses vas-y. stats si tu veux en Euroleague cette saison, où il était à 9 points et 2 assists de moyenne en 21 minutes, à 37% à 3 points. Et même plus globalement, on est toujours un shooter qui est autour de la moyenne, 35-36%, parce qu'il prend pas que des catch and shoot. Donc, ce qui explique qu'il soit pas un shooter d'élite, mais c'est un très bon shooter quand même. Ouais.
C'est vraiment un profil de dynamiteur sur ligne arrière qu'on a l'habitude de connaître, avec ses hauts et ses bas. C'est un petit peu un croqueur des fois, on va pas se mentir, mais voilà. Et la réussite de la Pologne dépendra grandement de ses premières minutes sous le maillot, parce qu'effectivement, autour c'est pas non plus incroyable. Donc la Pologne qui va espérer un Jordan Lloyd en grande forme pour cet Eurobasket. Et tu penses qu'ils ont une chance de sortir des phases de poule à domicile ou ça va être trop compliqué pour eux? Ouais, parce qu'en fait les phases de poule c'est des poules de 6 équipes. Les 4 premiers sortent. Donc ça laisse un petit peu la place aux erreurs, on va dire, pour aller en 16e. La poule française, on en reparlera des équipes un peu plus basses, on va dire. Mais dans la poule française, autant le classement final est pas forcément figé, autant le top 4 me paraît vraiment devant les deux derniers. Donc normalement, sauf gros problème, la Pologne devrait réussir à sortir des poules. Le gros problème qu'on a dans le groupe de la France, dans le groupe D, c'est qu'en 16e de finale, tu coupes avec le groupe C. Donc le groupe C, c'est le groupe de la Grèce, c'est le groupe de l'Espagne, c'est le groupe de l'Italie, c'est le groupe de la Bosnie, c'est que des grosses équipes en fait, de la Géorgie. Et du coup, pour celui qui va finir un petit peu mal sa poule dans le groupe D, qui va finir 3e ou 4e, bah, dès les 16e, il va devoir aller jouer la Grèce de Yanis, et voilà, pas un régal, quoi. Donc c'est pour ça qu'on donne pas beaucoup non plus d'espoir en la Pologne, mais il devrait sortir de la poule. Pologne qui a fait d'ailleurs 4e au dernier Eurobasket. Voilà, nos amis polonais. Ok, ok. Et bah, là, c'est à toi, de toute façon, d'enchaîner, il me semble, Ouais, bah c'est à ton moi prochain d'enchaîner. pick. Et c'est toujours mon doute du pivot. J'ai deux noms qui me viennent. J'en ai un qui pourrait peut-être vous enlever. Moi, il y en a un que j'attends avec une grande Un envie. pivot. Donc, ouais. Mais t'as dit un pivot, toi? Ouais, mais t'inquiète. Tu décales des Je trucs? fais Oh lol. Kristaps Sivaspace. D'accord. Bon, allez, je vais partir sur Valanciunas. Sur Jonas Valanciunas, le Lituanien. Tac. Je pense pas que je vous enlève trop de gens, parce qu'en Lituanie, on a des personnes qu'on connaît bien en Euroleague, mais qui, honnêtement, pas forcément le niveau de Jonas. Je vais peut-être vous laisser parler, parce que moi, effectivement, autant j'ai regardé un peu l'Euroleague, autant j'ai pas tant suivi sa saison que ça, Valanciunas. Je sais pas si vous avez trop suivi. Moi, ce que je connais plus, c'est sa situation contractuelle, qui est un peu compliquée actuellement à Denver. Mais sa saison à New Orleans, j'ai pas énormément Bah, d'infos pour être très franc. déjà, il y a eu un trade parce que du coup, il a commencé la saison à Washington où il a très vite, où il s'est retrouvé à faire un petit peu j'alterne entre titulaire puis après je sors du banc, mais je trouve, son minutage était assez, je trouve, bizarre et son utilisation de façon dans les Wizards, c'était pas vraiment pertinent. Puis après, il y a eu la partie Kings où il est arrivé avec un train de retard parce qu'on attendait un pivot backup à Sabonis quand il y avait encore Fox pour un petit peu essayer de renforcer un effectif qu'on pensait pouvoir faire un truc, mais du coup en fait bah ça a rien fait puisque bah Fox s'est fait trade et bah on attendait presque maintenant plus un meneur qu'un pivot backup, mais du coup à Sacramento j'ai pas forcément eu une consommation de Sacramento trop importante, mais je sais qu'il a toujours eu un peu il a toujours la même capacité à être assez intéressant, mais après ça reste ça reste maintenant un pivot de sortie de banc. C'est loin le Valanciunas qui était encore un titulaire en NBA, donc là bah il a été envoyé à Denver et comme tu le dis très bien, bah la situation contractuelle est compliquée, même si j'ai l'impression que ça se stabilise un petit peu puisqu'il a l'air d'être quand même décidé à jouer ce rôle de backup de Jokic. Mais voilà, ça reste, je pense, un joueur qui a toujours de bonnes minutes à donner en NBA avec toujours les faiblesses de protection
protection de cercle et parfois un peu de shoot à 3 points c'est un pivot qui space, mais je trouve qui est pas très fiable de loin. Mais en tout cas, voilà, je laisse peut-être les autres m'en dire un peu, enfin, rebondir sur ce que je dis, mais c'est comme ça que c'est comme ça que je peux donner un peu mon ressenti sur la saison de Valanciunas. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, c'était plus du côté de la Lituanie où, en fait, je pense que c'est une équipe qui peut faire une surprise sur cet Euro. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aime beaucoup déjà la profondeur de l'effectif. Le fait que ça soit un effectif qui soit sensiblement le même depuis plusieurs années, donc il y a quelques habitudes. C'est des joueurs qui sont pour la plupart tous reconnus en Euroleague. C'est vrai qu'il n'y a pas cette star, forcément, cette grande star au scoring ou ce joueur d'élite connu en NBA ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue collectif, j'aime beaucoup cette construction d'équipe et pour moi, je pense que c'est dans le même tiers que la Turquie, elle est dans le même tiers que la Turquie, la Lituanie. Bon, du coup, c'est à moi de pique. Là, je vais peut-être m'assurer un petit peu de. Moi, je pense, enfin, j'ai un peu de. Je vais peut-être vous rassurer un petit peu. Je pense que je vais prendre mon arrière. Je vais prendre un Suédois. Je vais prendre Pelle Larsson. Donc, le jeune. Alors, jeune, je pense qu'il est jeune dans sa carrière en NBA, mais qu'il n'est pas jeune dans son âge, parce que je pense que c'est un joueur assez vieux en termes pour un jeune joueur. Je crois doit avoir. Ouais, c'est ce que je vois. Il a 24 ans déjà et voilà, c'est un sophomore. Enfin, c'était un sophomore. Donc, alors côté suédois, j'ai pas forcément beaucoup de références. J'avais hésité en tant que fan des Pistons à prendre Bobby Klintman, mais je me suis dit que pour mon sélecteur intérieur, j'étais déjà bien rempli. Bah, je vais prendre Pelle Larsson. J'ai pas forcément, pour avoir regardé donc le match Estonie-Suède, je trouve qu'il est il est vraiment intéressant à regarder jouer. C'est donc sur son poste d'arrière, je trouve c'est un bon défenseur. Il a un prix un petit peu, je pense, dans le contexte de Miami. Il a eu des minutes qui étaient, qui étaient assez intéressantes. Je pense que ça va être un des joueurs je pense que ça va être un des joueurs à suivre de la saison, de cette saison, de la saison prochaine du côté de Miami en sortie de banc. Un petit peu à l'instar de certains anciens non draftés ou très très bas du second tour que le Heat a su développer. Je le trouve pertinent à côté de mon meneur. C'est un joueur qui va pouvoir m'apporter un petit peu de spacing, et puis je pense que ça peut faire partie de ce genre de joueur qui sort de l'Euro grandi avec de belles performances et qui s'impose un peu comme une figure grandissante de cette Suède qui a un visage que je connais pas, mais qui semble quand même assez jeune. Mais du coup, voilà, je vais prendre Pelle Larsson du Heat et je l'ai coché d'ailleurs parmi les joueurs à suivre pour la saison prochaine, puisque c'est un joueur que je vois bien avoir un petit peu plus de responsabilité sur les ailes ou sur les lignes extérieures en sortie de banc du côté de Miami pour faire une seconde unit avec Davion Mitchell ou avec les restes d'un Terry Rozier qui semble vouloir arrêter de jouer au basket depuis quelques temps, mais voilà, je prends mon poste 2 avec Pelle Larsson. Lucas, Corentin, est-ce que vous avez un avis sur la Suède et ce qui arrive pour elle dans cet Euro? Honnêtement, je sais pas. Non, la Suède, pour le coup, j'ai pas forcément trop vu. Effectivement, on m'appelle Larsson et Bobby Klintman. Le reste de l'effectif est un peu plus modeste, on va dire. Il n'y a pas forcément d'Euroleague, il n'y a pas forcément de choses comme ça. On a du Murcia quand même en Espagne, qui est un club assez solide. Honnêtement, je connais pas plus que ça. À voir s'ils arrivent à sortir de leur poule, parce qu'ils sont quand même dans la poule de l'Allemagne.
Ouais, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas plus d'avis que ça sur la Suède. Ouais, j'avoue que moi aussi, je connais pas, mis à part Pelle Larsson et Bobby Klintman, c'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup de références. C'est vrai que je suis étonné de pas avoir Zlatan Ibrahimovic, mais non, non, sinon, mis à part ça, non, pas plus d'avis que ça. Non, un petit Mondo Duplantis, ça pourrait être pas mal, je pense, dans le dunker spot, vu sa détente, s'il peut monter jusqu'à 3 mètres assez facilement. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais malheureusement, on n'a pas encore inventé un sport qui mélangerait toutes les meilleures qualités d'un pays et de ses sportifs en commun. Mais, Il y a un mais voilà, truc. c'est vrai Il y a un truc. ouais, la Suède tient un truc, je pense. Et bah du coup, je vais pouvoir passer à mon choix, à mon quatrième choix, et je vais choisir un pivot. Du coup, ce qui décale Porzingis en 4. Défensivement, je suis pas sûr de la complémentarité. Mais écoutez, offensivement, je pense que ça tient et c'est déjà à peu près le principal. Je vais aller du côté du Portugal et je vais choisir Nemias Quita, l'intérieur portugais qui évolue sous le maillot des Boston Celtics en NBA et qui a un profil, je pense, très Luka Doncic compatible, étant donné que c'est une vraie menace verticale, un pivot assez classique dans le sens voilà rim runner qui offensivement n'apportera pas grand chose de plus que des bons écrans et beaucoup de projections vers le cercle ainsi que de la détente verticale. Et on sait à quel point c'est valuable ce genre de profil avec un joueur comme Doncic qui peut servir les pivots comme personne d'autre presque sur la planète sur des pick and roll. Donc voilà, Doncic peut faire briller ce genre de profil euh, à haut volume et je pense que voilà ça peut être vraiment valuable avec un Kristaps très bon shooter qu'on peut éloigner du panier offensivement. Donc voilà, la menace Porzingis peut me permettre d'avoir cette complémentarité là avec le ballon. Et puis Avdia, pareil, il peut vivre sans le ballon, c'est un shooter plutôt respectable. Après voilà, ça pose la question de l'aspect défensif. On a un Porzingis qui est pas forcément capable de s'éloigner, qui est vraiment très grand, qui a vieilli, et qui en plus de ça n'a jamais été très mobile. Et puis avec toutes les blessures, etc., c'est pas ça qui va s'améliorer avec le temps. Mais voilà. En tout cas, je suis plutôt satisfait de pouvoir prendre Kita en quatrième position et de pouvoir l'intégrer avec notre ami Luka Doncic. Est-ce que vous avez un avis, les gars, sur le Portugal et ce qu'ils peuvent faire dans cette compétition cette année? Hum, Compliqué pour le Portugal, qui est vraiment pas une grosse nation de basket, on va pas se mentir. Euh, je les connais pas tant que ça. Effectivement, Kita qui va leur faire beaucoup de bien. En fait, pour vous donner un ordre d'idée de l'état d'avancement du Portugal aujourd'hui, pendant leur match de prépa, ils ont battu l'Espagne. C'était un petit peu une victoire, une victoire en Ligue des Champions pour eux, quoi. On est sur une équipe où c'est pas forcément très référencé au niveau des joueurs non plus, au-delà de Nemias Quita. Là, ils sont là pour essayer d'aller embêter un peu le reste du groupe et essayer de prendre une ou deux victoires. Et à leur niveau, c'est déjà incroyable d'aller chercher ce genre de choses, quoi. Ouais, j'ai vu ça sur mon compte Twitter. J'ai vu pas mal de tweets passer après la victoire du Portugal, alors que évidemment j'ai aucun attrait spécial pour le Portugal et leur équipe de basket, mais j'en ai vu plein après la victoire sur l'Espagne. Donc c'est là que j'ai compris que ouais, il s'était passé quelque chose pour le peuple portugais ce soir-là. Et, euh, et voilà, d'autant plus que Kita s'était blessé lors de ce match-là, mais il me semble qu'il est revenu, qu'il sera disponible pour l'Eurobasket. Donc voilà, un profil très intéressant dans une équipe un peu méconnue. Lucas, c'est à toi d'enchaîner. Tu as pour l'instant un trio composé de Jokic, Rizaché et Shane Larkin.
tu vas pouvoir compléter ton 5 avec tes 2 derniers choix à la suite. Qu'est-ce que tu nous réserves? Bah, je vais aller dans le sud de l'Europe et je vais aller chez nos meilleurs amis espagnols pour pick Juancho Hernan Gomez. Donc l'ancien joueur de Denver et de Minnesota qui joue aujourd'hui au Panathinaikos à Athènes. J'aime beaucoup la saison qu'il vient de réaliser en Grèce, où on a vu un joueur qui s'est métamorphosé, qui est vraiment passé dans une autre sphère, où il s'est affirmé comme un excellent défenseur à la fois on-ball et off-ball, où son envergure est très intéressante, ses rotations défensives sont vraiment très bonnes, et ça, moi, ça m'a beaucoup surpris quand on se souvient de son début de carrière en NBA. Le shoot est rentré également, donc 43% à 3 points en Euroleague cette saison. Il y a peut-être une surchauffe parce que l'indicateur lancé franc, lui, est à 63%, donc, et même historiquement, ça n'a jamais été un shooter d'élite, que ce soit en FIBA ou même en NBA où il était bon, mais pas élite. Mais néanmoins, j'aime beaucoup son profil de role player. C'est un bon rebondeur aussi. C'est un joueur qui a une bonne envergure, qui est grand, qui a une grande envergure que beaucoup connaissent sous le nom de Bo Cruz. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est un très bon joueur, qu'il est complémentaire autour de Jokic. Euh, et puis même plus globalement, si on va sur la sélection espagnole pour cet Euro, ça va être un peu l'une des figures de proue de cet effectif, parce qu'on a une équipe d'Espagne qui est moins forte que les années précédentes, et lui et son frère sont un peu les deux fers de lance de l'Espagne dans cette compétition. Non, j'allais dire, quand on voit l'effectif de l'Espagne, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir aussi une chute de talent assez certaine. Et ça leur vient d'où? C'est un problème de formation, c'est un problème juste de génération qui va se renouveler sur les années d'après, où on en est sur l'Espagne, en tout cas, pour cet Euro. Bah, pour moi, il y a la fin de la grosse génération qu'on a connue ces 10 dernières années qui leur fait beaucoup de mal. Avec tout ce qu'on a connu de Sergio Llull, etc. Pourquoi ça se renouvelle pas? Je pense que c'est difficile de dire, mais c'est un problème qu'on a aussi en France et que bizarrement ça fonctionne quand même. Je trouve qu'en fait les clubs d'Euroleague que sont Baskonia, que sont le Real Madrid, que sont le FC Barcelone et maintenant Valence d'ailleurs, ont du mal à faire jouer les jeunes, parce que quand t'es en Euroleague, t'as besoin d'avoir des résultats et c'est difficile de faire jouer un jeune. On voyait que même Wemby et Rizaché sont partis de l'Asvel pour des sujets comme ça, parce qu'ils avaient pas assez de temps de jeu. Et pour moi, il y a un petit souci de développement là-dessus. Après, je m'y connais pas plus que ça en termes de... Enfin, je connais pas la fédération espagnole, quoi. Mais ouais, on a un clair creux générationnel. Il y a aussi quelques blessés quand même. Mais ouais, l'Espagne qui redescend un petit peu, on va dire qui n'est plus autant favori que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est pas non plus tout n'est pas à mettre à la poubelle, on va dire. Ils sont dans un groupe très difficile, donc à voir comment ils s'en sortent. Mais sur des confrontations directes, ça peut encore aller loin, hein, en réalité. Et pour moi, Juancho, c'était le bon choix, parce qu'effectivement, grosse saison au Pana et un peu à tout faire. Donc bravo Lucas. Ouais, c'est vrai que pour revenir sur l'aspect en Euroleague, c'est un problème, parce que donc pour présenter rapidement à ceux qui connaissent pas le fonctionnement de l'Euroleague, mais c'est une ligue semi-fermée, on va dire, où bon, la saison prochaine il y aura 20 clubs et tous les clubs continuent d'une année sur l'autre. Enfin, il y a 13 clubs qui continuent d'une année sur l'autre, sauf certains qui sont revus par la direction de l'Euroleague. Est-ce qu'on continue avec eux ou pas? Enfin bon, bref. Donc, il n'y a pas de système de draft. L'objectif, c'est d'être compétitif, comme l'a dit Corentin. Et le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui en Euroleague, il y a un vieillissement de l'âge moyen parce que tu as justement besoin d'être compétitif. Également, il y a de plus en plus d'anciens joueurs NBA qui reviennent en Euroleague quand ils ont pas réussi en NBA. Donc ça réduit encore les spots. Donc je pense que c'est le fait que le basket européen veut être compétitif, mais pour cela doit abandonner la formation des jeunes, qui fait que il y a beaucoup de jeunes européens qui s'exilent de plus en plus en NCAA, d'autant plus que là maintenant avec les contrats NIL, il y a de l'argent à récolter, plus d'argent qu'en Europe en tout cas.
Donc je pense que c'est vraiment tout un... Et aussi également, comme tu l'as dit, là pour le cas de l'Espagne, un creux générationnel par rapport à l'ancienne génération qui est exceptionnelle, qui fait que l'effectif paraît moins spectaculaire, mais qui peut faire des surprises. Parce qu'il y a quand même des joueurs comme Dario Brizuela qui a fait une très bonne saison à Barcelone. Euh, et même un Willy Hernan Gomez dont les limites défensives sont moins exposées en Europe et en compétition internationale que quand il était en NBA. Donc ouais, c'est plus un favori, mais c'est une équipe qui pour moi est dans à peu près le même tir que la Turquie, je dirais. À savoir peut-être aller chercher un quart de finale et puis voilà. Ouais, c'est super intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu un classique où l'Espagne sera jamais une équipe à sous-estimer et qu'on mettra toujours un petit peu dans les favoris, même avec une année comme celle-ci où ils ont un gros creux générationnel. Voilà, ça fait partie de ces nations qui savent comment gagner. Mais mine de rien, même si factuellement ça ne se voit pas et il y a rien pour mesurer ce facteur-là, on sait que dans les sélections internationales, ça compte encore plus l'expérience et l'importance d'un maillot qui peuvent permettre d'aller encore plus loin et de montrer le chemin, comme on dit. Lucas, c'est à toi de terminer ton 5 et de compléter du coup avec Larkin Rizaché, Juancho Hernan Gomez et Niko Jokic. Quel va être ton dernier joueur? Mon dernier joueur, on va rester un peu dans le sud de l'Europe, hein, toujours, parce que je vais pick Simone Fontecchio, donc qui va être un peu mon shooter, joueur off-ball qui va être présent pour du scoring. Alors, quand je vois ma sélection, je trouve que ça manque peut-être un peu de défense sur le backcourt, et sachant que Jokic n'est pas un défenseur d'élite, je me repose beaucoup sur Rizaché et Juancho Hernan Gomez. Mais je prends Fontecchio parce qu'il a une capacité de shooting qui est excellente. C'est un très très bon shooter, qui est bon, qui est un bon joueur off-ball. Donc c'est cette complémentarité là que je cherchais dans cette équipe. Ça va marquer des points, ça va en encaisser beaucoup, mais en tout cas, ouais, je pense que mettre Fontecchio à côté des autres ailiers que j'ai dans l'équipe, c'est plutôt complémentaire. Ça fait une équipe assez grande. Donc voilà. Et tu préfères le profil de Fontecchio à un joueur comme Di Vincenzo? J'aurais préféré pick Di Vincenzo s'il était venu avec la sélection. Mais là, c'est vrai que du coup, vu qu'il n'y a pas de Di Vincenzo pour cet Eurobasket, je me suis rabattu sur Fontecchio, mais effectivement, j'aurais préféré Di Vincenzo parce que ce connecteur sur le backcourt, capable d'évoluer à la fois on-ball, off-ball, qui est un très bon défenseur du point d'attaque, c'est ce qui manque, je trouve, dans mon équipe et que j'aurais aimé avoir avec Di Vincenzo, en effet. C'est terrible parce que je disais ça, donc oui, c'est évidemment une erreur de ma part, il est pas sélectionné pour l'Euro, mais je suis tombé hier sur un article qui disait que Di Vincenzo avait été sélectionné. Et donc quand je disais en off que la qualité et la présence d'articles pour se documenter, etc. pour cet Eurobasket est vraiment vraiment faible etc. Et bah du coup là ça le prouve encore plus. Du coup, je suis tombé sur un article qui disait n'importe quoi. Donc, merci Lucas pour la correction. Et Ouais, pas de souci. Juste pour apporter un peu de contexte, c'est vrai que il y a pas beaucoup d'infos en termes de basket européen, enfin bien moins que niveau NBA. Mais pour Di Vincenzo, donc en fait, il semblerait qu'il se soit blessé juste avant le début de la préparation avec l'Italie. Alors après, est-ce que c'est vraiment une blessure ou les Wolves, donc Minnesota qui lui a demandé de pas participer à l'Euro, on sait pas vraiment. Mais toujours est-il que du coup, l'Italie, donc Di Vincenzo devait être le joueur naturalisé, s'est rabattu sur un autre joueur, donc un joueur d'Euroleague, Darius Thompson, qui jouera à Valence cette saison, donc qui est un meneur établi en Euroleague, mais qui prend la place de naturalisé côté Italie. ok, super intéressant. Donc, donc tu as terminé ton 5. Est-ce que tu veux nous rappeler ton 5 au complet, Lucas? Ouais, donc du coup, en tant que, on va dire, guard, ça va être un peu l'unique guard, j'ai Shane Larkin.
Ensuite, sur les ailes, je vais avoir Simone Fontecchio, Zachary Rizaché et Juancho Hernan Gomez. Et ensuite, au poste de pivot, j'ai Nikola Jokic. Parfait. Ok, donc on a une vraie belle équipe. Ça me semble intéressant. Est-ce que vous avez un avis, les gars, sur le 5 de Luka? Bah moi j'avais un petit peu peur de la défense dans mon 5. Et en fait je me rends compte que on a un petit peu tous ce problème. Donc ça me rassure. Il y a Rizaché qui va devoir défendre pour 5. Non, Juancho n'est pas non plus il y a pas tout qui est acheté, mais enfin, il a plus 22 ans quoi. Mais non, 5 très intéressant. La création offensive de Jokic et Chen Larkin, incroyable. Rizaché qui peut apporter de la défense, Fontecchio qui shoot super bien, donc beau 5. Et en plus, ça m'a pas trop volé de gens, donc c'est bien. Oscar, un avis? Moi je trouve ça très très. Je suis content parce que à choisir des joueurs un peu moins de sélection, un peu moins valuable, je me suis rendu compte que je m'étais chopé un petit bac court défensif pas inintéressant comparé comparé à ce que vous avez. Mais ouais, du coup, ouais, franchement, rien que le hub offensif Nikola Jokic avec un joueur comme Fontecchio et un autre comme Rizaché qui a certains shoots à développer, mais qui peut quand même mettre dedans, ça offre quand même des belles possibilités. Puis oui, faut compter sur la transformation de Zachary Rizaché en Kawhi Leonard dans cette équipe pour se transformer, pour défendre. Mais en tout cas, je valide très très fort ce 5 majeur. Il me semble que c'est à moi désormais de terminer mon 5. Et pour ça y est, là, on commence à arriver dans des zones un petit peu sombres. J'ai vu les pays défiler, les grandes nations être éliminées au fur et à mesure. Mais malgré ça, pour mes besoins et en fonction des nations restantes, il me semble que j'ai un fit qui me semble assez naturel et assez efficace. Je vais choisir le Tchèque Vít Krejci. Voilà, la prononciation restera au hasard, mais voilà, on va l'appeler Vít Krejci, qui est donc un guard qui évolue lui aussi en NBA du côté d'Atlanta. Un grand guard, parce qu'il mesure 2,04 m. Et ça vient compléter mon équipe qui est très très grande. Je crois que tout le monde fait bien plus de 2 mètres. J'ai sans doute des lacunes défensives avec un Doncic Krejci sur les postes extérieurs et une raquette Kristaps Kita qui est loin d'être complémentaire. Cependant, je pense que je peux largement miser sur la taille puisque je pense que j'ai pas un mec en dessous de 2 m 03, quelque chose comme ça. Enfin, mon plus petit, ça doit être Doncic ou Krejci, mais je pense que les deux font à peu près la même taille. Et donc avec Krejci, on a un joueur, un attaquant qui est sous-estimé en NBA, étant donné que voilà, il joue dans une équipe d'Atlanta qui priorise les jeunes, mais là il sort sans doute de sa meilleure saison en carrière dans la ligue, et ça sera le fer de lance offensivement de la sélection tchèque. C'est un formidable shooter qui tourne à plus de 40% sur les 2 dernières saisons. Donc là, j'ai les chiffres sous les yeux, mais on est à 41 et 44% à plus de 3 tentatives par match. Bon, ça reste un échantillon qui est encore assez léger. Mais je pense que voilà, j'avais besoin d'un 2 capable de shooter, capable de space et de porter la balle aussi pour compléter Doncic. Et je pense qu'avec Vít Krejci, j'ai un joueur qui est bien complémentaire et voilà, qui vient terminer mon 5, composé de Doncic, Krejci, Avdia, Kristaps et Neemias Queta. Donc voilà, donc j'en suis plutôt satisfait. J'ai cru comprendre en plus que c'était un. Alors avec les absences côté tchèque, je crois qu'il y a ni Satoransky ni Vézelé, ça va être autour de lui que ça tourne. Enfin, je laisse Lucas ou Corentin confirmer, mais du coup c'est autour de lui que je pense globalement ça va tourner l'attaque tchèque. Ouais, carrément.
Satoransky s'est blessé il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Et bah, ça fait beaucoup de mal à la sélection polonaise parce qu'effectivement maintenant il a certainement beaucoup de qualité, mais ils ont avec ces blessures-là, ça va leur faire du mal. J'ai dit polonais, tchèque, excusez-moi. Ouais, check. Et effectivement, ouais, ça va tourner autour de lui. Ouais. La chance qu'ils ont, on va dire, c'est qu'ils sont dans un groupe A où le bas du classement devrait être un petit peu ouvert, parce que le groupe A, du coup, donc on a la Serbie, la Turquie et la Lettonie qui sont quand même loin devant. Mais derrière, c'est le Portugal, l'Estonie et la République tchèque. Et là, du coup, ils vont être un petit peu trois à se battre pour une place. Je les connais pas assez pour les départager, mais voilà, ils ont peut-être un truc à jouer, mais effectivement, les forfaits vont leur faire beaucoup de mal, ouais. Oscar, c'est à toi. Alors, bah là, on arrive quand même sur du très très lourd. Euh, je vais aller du côté, je vais aller du côté de l'Islande. Je vais choisir du côté de l'Islande. Je vais prendre mon 3. Alors pourquoi je le choisis, c'est un petit peu obscur, mais j'ai quelques souvenirs de lui du côté de Rouen, je crois, et surtout de Nanterre, je crois. Je vais prendre Okur Palsson, donc qui sera mon poste 3, qui est un joueur plutôt âgé, puisque il a 33 ans. Donc on est sur un ailier d'un mètre 98 qui joue dans le championnat islandais, mais qui a quand même une belle petite expérience européenne en Eurocup. Bah, il y a encore quelques années, il jouait du côté de Nanterre. Je crois que sa dernière expérience, ça devait être en Espagne, si je dis pas de bêtises, avec Andorre. On est sur donc un ailier qui va apporter toujours du spacing autour de Yanis, et qui va aussi apporter pas mal de défense et de longueur. Je vais le placer ici. J'ai pas forcément grand chose à dire de plus, si ce n'est que j'ai eu l'impression de retrouver l'équipe, les mes stickers de l'Euro 2016 ou de la Coupe du Monde 2018 de la Finlande, tellement j'ai eu l'impression de retrouver les mêmes joueurs, mais en fait pas du tout. Mais voilà, je prends un des vétérans de cette équipe islandaise, qui affiche quand même pas mal de pas mal de jeunesse, de ce que je vois. On a pas mal de joueurs nés entre 1997 et 2003. On a une petite jeunesse islandaise qui a réussi à se qualifier pour cet Euro, et donc je prends le, le deuxième joueur le plus vieux de cet effectif, Ankur Palsson, pour mon poste 3, lui qui évolue du côté de Daftanes, qui est donc un club, un club islandais. L'Islande, qui a une histoire un petit peu comparable à ce qu'on disait pour le Portugal tout à l'heure. C'est, disons qu'ils sont déjà très fiers de se qualifier, en fait. C'est leur troisième Eurobasket. Alors ils étaient là en 2015-2017, mais avant ça, c'était genre les années 50, quoi. Et les pauvres n'ont jamais gagné un match à l'Eurobasket. Ils sont en 0-10. Donc, c'est une belle histoire qu'ils soient là. Je connais pas du tout ton ami de Nanterre, là. mais voilà, l'Islande qu'on aura l'occasion de voir jouer contre la France, donc voilà. Ouais, ça peut Si être je très peux me sympa permettre. de. Ouais, vas-y, Lucas. Ouais, juste sur l'Islande, je me permets parce que j'ai un joueur coup de cœur dans cette Ah, sélection. moi aussi. C'est Martin Hermansson, Et oui. joueur de l'Alba Berlin, donc en Euroleague. Bon, l'Alba Berlin depuis plusieurs années en Euroleague, mais ces 2 dernières saisons, je crois qu'ils ont gagné 10 matchs en 2 saisons. Enfin, c'était catastrophique. C'était du tanking en Euroleague. Mais dans ce marasme-là, Martin Hermansson a vraiment montré des qualités sur pick and roll qui sont fabuleuses. Alors, c'est un joueur qui a valdingué durant sa carrière. Il a aujourd'hui, donc il est né en 94, donc il a plus de 30 ans, 31 ans. Il est passé par Charleville-Mézières ou Chalon-Reims
en France avant d'aller en Allemagne, puis en Espagne à Valence. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ses lectures sur pick and roll. Je trouve que c'est vraiment un passeur élite en Euroleague qui a certes pas un excellent shooting, donc ce qui le limite peut-être parfois. Mais en tout cas, avoir joué, moi je recommande de se taper une petite compilation de Martin Hermansen, ça fait toujours pas de mal. Carrément. Allez lire la preview sur le roster. L'image qui accompagne l'Islande, c'est une compile de highlights de Martin Hermansen et on se régale. Vraiment. Un bon meneur à l'ancienne, bien européen, là. Incroyable. Ouais, vous avez bien donné envie en tout cas. En plus, les joueurs dans des nations un peu exotiques auxquelles on n'a pas l'habitude de voir, etc. Ça donne toujours un peu plus envie de s'intéresser à eux. En tout cas, pour mon cas personnel. Donc ouais, je comprends la hype que vous avez autour de ce gars-là. Et, euh, et non, j'ajoute que pour l'Islande, je pense que je sais pas en termes de supporters comment ça va être dans cet Euro, mais quand on voit toute l'effusion de joie qu'il y avait et le nombre de déplacements d'Islandais qu'il y avait pour les qualifications au foot en Islande, c'est vrai que c'était vraiment impressionnant pour un pays qui, on le rappelle, qui fait 330 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est déjà un exploit monumental qu'ils arrivent à avoir autant de joueurs professionnels dans des sports, tout simplement, vu la population, parce que bon, 330 000 habitants, c'est globalement, ça doit être l'agglomération, l'aire urbaine de Nancy, quoi, quelque chose comme ça, et encore. Donc c'est fou d'avoir voilà une équipe présente comme ça. Et, euh, et j'espère que les supporters islandais se déplaceront en masse pour cet Euro, parce que ça donne toujours des super images. Et voilà, de les voir aussi heureux et ravis de représenter leur pays dans des compétitions internationales. Corentin, tu vas pouvoir terminer cette draft, enfin, en tout cas ta draft à toi, puisque tu vas pouvoir choisir tes deux derniers choix et compléter ton 4 qui est pour l'instant composé de Lauri Markkanen, Dennis Schroeder, Lloyd et Valanciunas. Qu'est-ce que tu nous réserves avec les nations restantes? Mais écoute, en vrai, il y a encore des bons pics à aller chercher, je trouve. Quand t'as passé Porzingis au 4, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas passer Markkanen au 3? Ça le Parce que fait. en vrai, ça le fait. Parce que j'ai un pic chouchou depuis le début, qui est vraiment passé sous les radars. Et il est du côté de la Géorgie. Du côté de la Géorgie, où on a notamment Goga Bitadze, on a notamment Mamou, on a aussi Kamar Balwin qu'on connaît bien en Europe. Mais moi, ça va être un autre joueur, un joueur vraiment coup de cœur que j'adore, qui s'appelle Tornike Shengelia. Tornike Shengelia, qui est du coup l'ailier fort de, alors non plus la Virtus, il était à Bologne là depuis quelques années et il vient de signer à Barcelone cet été. Bon, saison individuelle très compliquée parce que la Virtus de Bologne d'Isaiah Cordigné a floppé, voilà, on va le dire. Et du coup, lui, pareil, dans le marasme qu'était la Virtus, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est un joueur que moi, personnellement, j'adore voir jouer. Il a un truc incroyable, c'est qu'il se met à post-up. Et à chaque fois, il fait un spin move, mais un spin move incroyable, vraiment. C'est extrêmement beau à voir. Donc, Tornike Shengelia, qui sera donc mon poste 4. Hop, je me le note pour pas l'oublier. Tornike Shengelia, donc. Et j'enchaîne sur mon 16e homme directement. Non, vous voulez peut-être parler un peu de Shengelia? Ouais, Lucas, vas-y, je sais pas si t'as un Ouais, avis sur le mec. non, non, bah, c'est ça, c'est un joueur, entre guillemets, un peu à l'ancienne, avec beaucoup de post-up, un bon toucher de balle, un bon petit shooting, un bon petit shoot à mi-distance qui peut s'écarter un peu à 3 points. C'est le cliché du joueur européen, mais moi j'aime beaucoup son spin move, en effet, et même son footwork au global. C'est franchement pas mal. Et puis là, sur les 2 dernières saisons, il tournait à 15 points, 5 rebonds de moyenne avec Bologne en Euroleague. Donc non, c'est du très bon ça. Ouais, clairement, effectivement, ce que j'en parle comme si c'était une petite découverte, mais non, on est sur un mec qui est vraiment border All-Star en Euroleague depuis de nombreuses années. Et donc bien content de l'avoir aussi bas. Et en plus, ça me permet de parler d'Euroleague alors qu'il y avait Goga, alors qu'il y avait Mamou, et des personnes comme ça. Donc voilà. Trop bien, hyper intéressant, hyper intéressant.
Et ben du coup, non, c'est à toi de continuer. J'allais prendre la main, mais non, je te laisse terminer ton roster. Ouais. Mon 6e homme, c'était Martin Hermansson, le guard islandais. Donc du coup, malheureusement, j'ai plus accès à l'Islande. Donc là, j'hésite. Soit je fais un move pour le niveau de l'équipe, soit je fais un petit move coup de cœur. Allez, on va partir sur le coup de cœur. Je vais aller en Belgique. La Belgique qui donc n'aura pas ni AJ Mitchell ni Toumani Camara. Donc la Belgique qui honnêtement, alors pareil dans le groupe de la France, donc on aura l'occasion de les croiser, qui honnêtement vont se battre avec l'Islande pour pour voir qu'est-ce qui va gagner un match quoi. Donc la Belgique qui est un petit peu faible, mais dans cette Belgique un petit peu faible, il y a un tout petit meneur. Non, tout petit, j'abuse, il fait 6 foot. Donc pas si petit que ça, mais pas très grand. Qui s'appelle Manu Lecomte. Manu Lecomte, j'ai pas ressorti sa fiche, donc je vais le faire pendant qu'on parle. Qui est un tout petit meneur très crafty, qui court très vite, c'est une mobilette. Et ah non, 1m78, il est plus petit que ce que je pensais. Et c'est un joueur qui est passé un petit peu par la France, qui est passé un petit peu par tout ça, et qui aujourd'hui joue en première division polonaise. Un petit peu comme ce qu'on disait sur Martin Hermansson, c'est le genre de gars où il faut aller voir une compile de highlights. Ça va vite, c'est vraiment les handles, c'est crafty, c'est tout ça, et voilà, c'est juste pour le kiff. Manu Lecomte, donc, qui sera le meneur de ma seconde unit. Voilà, petit meneur belge. Comment tu le décris, ça m'a tout l'air d'être le type de joueur, que le spectateur adore, en tout cas, les meneurs petits qui ont une grosse vitesse d'appui, etc. Gros premier pas, capable de contourner les grands, etc. C'est typiquement ce que les mecs adorent. Est-ce que c'est un mec qui est capable de défendre correctement, ou on est un peu en dessous de la moyenne avec son physique, notamment 1m78, c'est vrai que ça fait un peu petit. Ouais, c'est ça. Je vais pas te mentir, je l'ai découvert il y a 2 jours. Donc je sais pas, mais effectivement, pour moi, c'est ça, à mon avis, c'est ça la grosse limitation. Il faut aussi garder en tête quand on regarde les highlights que la compétitivité en face, c'est pas de la NBA, c'est pas de l'Euroleague, c'est la première division polonaise. Avec tout le respect que j'ai pour la première division polonaise, c'est pas non plus un niveau incroyable. Donc ça met aussi en valeur ses qualités athlétiques à lui. Mais effectivement, je pense que la grosse limite, elle est sur la défense. Ouais. Ouais, je viens de voir qu'il a signé au Monténégro en plus. Ok, j'avais pas l'info. Mais ouais. Bah je crois. Après voilà, ça doit être tout récent. Ouais, tu parlais de la qualité de l'information sur ce genre de profil. Là, on est vraiment en plein dans le truc. Difficile d'aller chercher de l'info. Je sais pas quel site croire en fait. C'est terrible. C'est un peu ça. Mais bon, pour les transferts de la première division polonaise à la division du Monténégro, clairement, c'est pas facile à aller chercher. Et je fais Ouais, vas-y Oscar. Une petite note sur la Belgique, parce que du coup, j'avais mon coup de cœur Belgique. Si du coup tu parles d'un meneur capable de bien... D'un meneur, je pense qu'il y a un autre joueur qui peut avoir aussi je le place là, c'est Michael Earl Gilmore. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi j'ai eu un coup de cœur visuel sur cette espèce de freak qui a l'air d'avoir des genoux en carton, puisqu'il a un injury report depuis 3 saisons qui lui a permis de littéralement jouer 30 matchs sur 3 saisons. Donc il a l'air d'avoir les genoux très très cabossés, mais sur ses highlights cette saison, alors il jouait je crois en 2e division turque, de ce que j'ai compris, un freak qui a des compétences, qui a l'air d'avoir un handle hyper intéressant. Alors c'est très très raide, hein, mais c'est un sacré athlète capable de poser des gros écrans, d'être une vraie solution sur pick and roll et pick and pop. Moi je l'avais noté. D'ailleurs c'est un ancien joueur de G League du côté des Raptors, et il a aussi joué, je crois, du côté de... J'ai lu qu'il avait aussi fait une pige de 10 jours du côté de l'Asvel ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, autre joueur à suivre côté belge,
je vous invite à aller regarder. Ok, incroyable. Effectivement, il a fait son parcours en NCAA. Et là, actuellement, il est en deuxième division italienne à Piacenza. Ok. Et ben, c'est Ouais, noté. c'est un grand voyageur, quoi. Un mec qui se sert du Ouais, basket pour assouvir ses envies de road trip, visiblement. dans la campagne italienne. Stylé, hein. Ouais, Ok, c'est pas donc mal. moi, du coup, ça termine mon 5. Enfin, même mes 6, d'ailleurs. Avec une base arrière Schroeder-Lloyd, Markkanen en 3, Shengelia en 4, et Jonas Valanciunas au pivot. Et avec, du coup, Emmanuel Lecomte pour venir dynamiter la seconde unit. Bon, t'étais un peu déçu d'avoir eu le pick 4 au tout début. Une fois que tu as terminé ton roster maintenant, est-ce que tu penses avoir fait les bons choix? Est-ce qu'il y en a que tu regrettes un petit peu? Comment tu te sens là? Non, moi, ce qui m'embête, c'est que mes trois guards, ils ont un peu le même profil. Ouais. Et j'ai intérêt à mettre 100 points parce que l'adversaire va en mettre 98, quoi. Donc voilà. Enfin, Ouais, dans le comme sens tu où l'as c'est beaucoup de dit, points pour du FIBA, quoi. je pense qu'on serait un peu tous dans ce cas-là. Ouais, défensivement, je pense que mon équipe est vraiment très faible. Mais non, je suis content. En vrai, ça va. Parfait. Oscar, je te laisse terminer toi aussi ton roster. Et ben moi, à l'inverse de vos craintes défensives, au vu des joueurs que j'ai choisis, j'ai peur d'avoir un petit manque de création offensive. Je Mm. pense que j'ai des bons shooters, même si Pelle Larson shoot à un volume assez faible en NBA. Je pense que c'est un joueur qui peut développer son tir. Okur Palson, c'est une de ses forces. Même Vucevic, voilà. Et puis je me dis qu'aussi il me faudrait peut-être un joueur qui permette de tourner, parfois de switch Pelle Larson en 3 et du coup de sortir Palson pour soulager un peu la création de Yanis et de Kouloumae. Du coup, je vais aller du côté de la Bosnie et je ne vais pas prendre Youssouf Nurkic parce que Youssouf Nurkic pour la création, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée possible. Mais du coup, je vais prendre John Robertson, qui est, à ma grande surprise, un des seuls meneurs de la sélection bosnienne, parce qu'on a des combo guards, mais Robertson est vraiment un joueur, est vraiment un meneur. On est sur un petit gabarit. Je crois qu'il doit faire quelque chose du genre de 1m80. Je crois on est à peu près sur ça. Un très bon handle qui va être un peu l'organisateur ou primaire ou secondaire si j'ai Yanis ou que ce soit avec Yanis ou avec mon meneur estonien. J'ai un peu l'impression que c'est, même si j'ai cru comprendre que c'était un joueur qui avait été rappelé avec une blessure d'un autre joueur, j'ai un peu l'impression que c'est une des seules certitudes du côté de la Bosnie parce que j'ai lu un article sur la crise de forme de Youssouf Nurkic qui semble dans une, une forme physique assez alarmante. En même temps, je pense que dans la tête, ça doit aussi un peu lâcher puisque bah faire la transition Blazers, Suns, Charlotte Jazz, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Mais c'est un ancien de Lasvel et de l'Élan Chalon qui a fait des belles choses. Je crois que c'est un MVP un ancien All-Star de Betclic Elite et c'est aussi un MVP du All-Star Game. Je crois que je dis pas de bêtises, je fais à la connaissance. Voilà, il va contribuer en création, scoring, intelligence de jeu, un peu d'expérience qui vient aussi ag- ag- accompagner des joueurs qui sont quand même plutôt dans la fleur de l'âge du côté de mon équipe. Hein, Yanis en plein prime, un Vucevic plus sur la fin. Là, j'ai un joueur de 33 ans. Donc voilà, on est sur un habitué des compétitions avec la Bosnie qui jouait en Turquie avec une des moyennes un petit peu. Alors j'ai pris un site, mais je crois qu'il était un peu en dessous des 18 points par match et des 5 passes de moyenne. Mais en tout cas, voilà mon sixième homme, gros dynamiteur qui va me permettre de créer, d'avoir un petit peu plus de solutions offensives sur le bac court parce que je trouvais ça un peu léger avec un Pelle Larsson que j'ai surtout pris pour la défense et le spacing.
Est-ce que tu es satisfait là de ton 5, enfin même de ton 5+1 maintenant qu'il est terminé? Ben, c'est un 5 qui me ressemble. Ça me fait plaisir. J'ai pu mettre à profit mes recherches, mes petites trouvailles, et puis ça me permet aussi d'entourer, de me dire que Giannis Antetokounmpo est toujours dans les parages, puisque sur la Fantasy League du roster, je l'ai choisi avec mon premier choix. Donc, je, une nouvelle fois, j'entoure Giannis Antetokounmpo, et je suis plutôt content, puisque j'ai réussi à allier mes NBA et basket européen, et puis ça me, ça me contente en termes de fit autour de Yanis, du spacing, un peu de défense, de l'expérience, un sixième homme qui a vraiment un rôle de sixième homme dynamiteur, comme comme j'aime. Et voilà, je pense que c'est prêt à partir au combat. C'est pas une équipe qui va être, je pense, sur le plan offensif très très développée. On va avoir beaucoup de fondamentaux, un jeu très lent. Mais je pense que défensivement, ça peut vraiment être intéressant. Corentin, Lucas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le roster d'Oscar? C'est un roster très atypique. C'est vrai que c'est pas des joueurs que forcément le grand public a en tête, mis à part Giannis et Vucevic dans une moindre mesure. Mais je suis d'accord que c'est plutôt intéressant. Puis c'est cool de parler de joueurs qu'on a moins l'habitude de parler en temps normal. Donc non, ouais, j'aime bien. Parfait. Et bah si on est bon, je vais pouvoir passer à mon dernier pick. Il reste plus que 2 nations présentes parmi nos choix. Il nous reste la Grande-Bretagne et Chypre, si je ne me trompe pas. Et je l'ai dit en off en début de podcast, mais ça m'arrange de pas être en dernier puisque je voulais absolument éviter de pick à Chypre. Puisque voilà, j'avais absolument rien. J'étais totalement nu sur cette nation-là, donc je vais évidemment me diriger sur la Grande-Bretagne. Et je ne vais pas pick, je vais pick au potentiel parce que de ce que j'ai pu entrevoir durant mes recherches, il y a un petit joueur qui me semble assez sympa en Grande-Bretagne. Et je vais pick Queen Ellis pour mon dernier choix. Déjà en premier lieu, il y a la ressemblance avec Keon Ellis, le joueur américain des Sacramento Kings, qui est un de mes chouchous. Mais déjà juste à l'oreille, il y a une ressemblance, il y a un fit, il y a une homonymie qui me parle un peu. Et je pense on doit être sur un joueur très intéressant puisqu'il il y a pas énormément de joueurs très très connus dans cette sélection de Grande-Bretagne. Mais là, avec Queen Ellis, on a un joueur qui est plutôt jeune il vient d'avoir 22 ans. C'est un arrière meneur, en tout cas un guard, et qui continue son ascension dans le basket européen. Parce que là, je viens de voir sa liste d'équipes et ses transferts, et il vient chaque année, il monte petit à petit en gamme pour finir cette année du côté de l'Olympia Milan. Et donc là, ça y est, il arrive dans une grosse équipe. Et donc ouais, je pense que évidemment, je connais très peu le joueur. Euh, mais on est sur peut-être l'un des meilleurs joueurs qui est resté sur les postes extérieurs. Parce que je voulais un extérieur dans la mesure où avec Doncic et Krejci, voilà, je voulais pouvoir les remplacer, les reposer au cas où. Voilà, c'était la seule stratégie que j'avais. Ajouter un peu de complémentarité. Voilà, avec donc Queen Ellis qui vient terminer mon roster. Et, euh, et voilà, j'enlève donc la Grande-Bretagne pour Lucas. Il lui restera plus que la Chypre, la merveilleuse Chypre. Alors du coup, il y a personne pour te poser la question, parce que d'habitude c'est toi qui poses la question. Qu'est-ce que tu penses de ton 5, Enzo? Oui, c'est vrai. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Et j'arrivais en me disant que ça allait être compliqué. Au final,
j'ai pu pick les joueurs de NBA que je connaissais, donc j'avais besoin euh, au moment où j'en avais besoin, quoi, entre guillemets. Voilà, il me restait des spots pour des 2 et des sacs et des 5 au moment où j'en avais besoin, donc ça va. Et non, ça manque évidemment de défense, surtout sur les postes extérieurs. Je sais pas si Quinn Ellis est un grand défenseur sur les postes extérieurs, euh, mais euh, mais ça me semble être ma principale lacune. Après, pour tout ce qui est de la complémentarité offensive, par contre, là, je suis assez satisfait. Euh, voilà. J'ai eu Doncic que j'aurais piqué en 1, je pense, dans tous les cas. Donc non, moi je suis plutôt content de mon 5, ça me va. Et il me semble que j'ai pas fait de grosses bêtises parce que normalement à chaque draft j'en fais une. Et là pour l'instant, en tout cas je la vois peut-être que je m'en rendrai compte a posteriori en faisant le montage. Mais pour l'instant non, ça va, ça me semble plutôt correct. Porzingis en 4, c'est une grosse bêtise ou pas? Non, ça On me choque va, pas. Enfin, de toute façon, c'est ton secteur intérieur, donc 4 ou 5. Oui, voilà. Bon, il a déjà joué, il a joué 4, il a joué 4 à ses débuts et puis même, je pense que c'est pas, vu la recrudescence des doubles, des doubles bigs qu'on voit en NBA, je pense que c'est quand même, ça reste un petit peu encore cohérent, je pense. Ouais, clairement, clairement. Et puis, j'en profite, hein, un petit shout-out au Dreamcast Show là, avec un dernier podcast, pardon, qui parle justement des line-up avec deux big. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. parfait. Parfait, parfait. Et bah, Lucas, tu vas pouvoir enchaîner et conclure cette draft. Il te reste donc nos amis chypriotes. Voilà. Merci, merci du cadeau. Euh, qu'est-ce que, qui est-ce que tu vas choisir dans ces merveilleux effectifs chypriotes? J'avoue, la chance que j'ai eue, c'est de regarder quelques extraits des matchs de prépa de la Serbie. Euh, et la Serbie qui a joué contre Chypre. Donc ça m'a permis un peu de voir des noms. Alors, je vais pas faire l'expert, il y a aucun joueur que je connais vraiment dans le détail, donc je vais vraiment me baser que sur ce que j'ai vu contre la Serbie et de ce que je vois dans les stats en général, mais je vais partir sur le grand et l'unique Aenas Young. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est un joueur né en 2002, très belle année, donc qui a 23 ans. C'est un ailier qui tournait cette saison à 6,5 points et 6,5 rebonds de moyenne et qui est globalement pas un shooter, qui n'apporte pas vraiment de spacing, mais par contre il va apporter du rebond, de la qualité au rebond et de la défense. Mais globalement c'est un joueur qui vient compléter un peu l'effectif que j'ai déjà, à savoir que j'avais besoin d'un défenseur capable de défendre un peu sur les guards, etc. Donc, il n'y a pas de shooting avec lui, mais au moins il y a de la défense et ça me permet d'être un peu plus complémentaire. Ok, ok, parfait. Est-ce que tu veux nous rappeler ton 5 au Ouais. global? Ouais, donc du coup, j'ai en guard Shane Larkin, sur les ailes Simone Fontecchio, Zachary Rizaché et Juancho Hernan Gomez, et en pivot Nikola Jokic, et en sixième homme Aenas Young. Corentin, Oscar, un avis sur le dernier roster de cette draft? Bah, moi, c'est mon préféré, je pense. Oui, moi aussi. Je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de sens. Il y a la défense de Rizaché qui va apporter pas mal. Jokic Larkin, duo de dingue. Donc, ouais, très cool. Félicitations. Juste ce qui manque, je trouve, à mon 5, c'est la défense du point d'attaque qui me paraît très très faible. Surtout que derrière, Jokic n'est pas un excellent protecteur de cercle. Donc je pense que, bon, ça manque. Ouais, carrément. Bon, après, je pense que, ouais, je le répète encore une fois, mais tu seras pas le seul à manquer un petit peu de défense au global. Donc, on est à peu près unanime, j'ai l'impression, sur le fait que Lucas part pour l'instant favori et aurait nos lauriers pour ce qui serait de la victoire de cette draft pour tous les quatre, c'est ça?
Bah ouais, hein, moi je pense que c'est le mieux, comme disait Corentin, c'est le mieux construit. Après, voilà, il faut peut-être, ouais, la défense est peut-être un peu à être à, à repos, à remettre en contexte. Il faut espérer qu'aussi les tirs rentrent. Ça, je pense que c'est Ouais. aussi le côté, le revers de la médaille possible, parce que des fois, un Fontecchio en manque de rythme, on l'a vu, je l'ai vu, enfin, on l'a vu en NBA. Parfois c'est très très dur, ça fait un peu trou noir c'est un peu trou noir. Puis des fois, bah, comme tu le disais quand t'as parlé de la saison de Rizaché, bah, faut espérer avoir le Rizaché de la deuxième partie de saison et pas celui qu'on a eu en play-in ou en début de saison. Mais, ouais, moi, je suis très intéressé par ce 5 là. Mais en tout cas, félicitations. Bah, moi, je préfère celui d'Enzo qui me paraît un peu plus complet, mieux équilibré. Parce qu'il y a à la fois de la défense de cercle, de l'assez bonne défense du point d'attaque, pas excellente bien sûr, mais je pense que c'est la deuxième meilleure parmi nos cinq à nous. Et puis même en attaque, il y a de la diversité offensive, en tout cas peut-être un peu plus que moi de mon côté, où tu as une capacité sur drive. Que ça soit avec Doncic ou même avec Avdija, etc. Donc, moi, perso, mon choix, il va sur le 5 d'Enzo. Puis sur celui d'Enzo, je trouve il y a un truc qui ressort pas mal, c'est le hustle. Mm. Vite Reilly, Denis Avdia, c'est des joueurs avec un gros moteur. Même un Kita qu'on a pu voir un peu en NBA, c'est des joueurs qui ont de la volonté, qui même si défensivement sont pas élites, quoique Avdia peut potentiellement se rapprocher de ce genre de dénomination, mais c'est des joueurs qui ont de la volonté, qui ont du caractère. Donc ouais, c'est une bonne équipe pour accompagner Monsieur Luka Doncic. Ça fait un peu un Mavs 2020 et 2022 avec du gros du hustle autour de Luka. Ok, bon, parfait. En tout cas, on rappelle que du coup, ça c'est nos votes à nous, mais ceux qui comptent, ce sont les votes des auditeurs. Et pour voter, c'est assez simple. Vous avez plusieurs manières de voter. En premier lieu, déjà, il y a les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Vous pouvez mettre en commentaire qui, selon vous, a remporté cette draft. Et puis, environ 2-3 jours à chaque fois après l'épisode, on poste un sondage sur le compte Twitter de La Relève Basket pour savoir qui a gagné cette draft. J'avoue que je sais pas encore comment je vais comment je vais organiser ce sondage, étant donné que je sais pas si on peut mettre 4 choix sur Twitter. À chaque fois, je crois que j'en mets 2. Euh, mais, euh, mais voilà, au pire, sinon je ferai des sortes de demi-finales, etc. pour savoir qui a gagné. Mais voilà, rendez-vous. Test en direct, on peut mettre 4 choix. Ah, et ben nickel. Bon, 4 voilà. choix sont possibles, on peut. Parfait. Et ben la question ne se pose pas. Et donc voilà, il y aura la réponse pour savoir qui a gagné cette troisième draft quelques jours après la diffusion de cet épisode. Donc voilà, on attend vos votes avec impatience et voilà. Et les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut tranquillement conclure cet épisode? Non, bah merci de l'invitation. Hein. Concept toujours super cool. Voilà, au-delà du fait que je me suis fait écraser sur la draft, mais ça c'est autre chose, c'est pas grave. C'est la vie. Donc voilà, merci pour l'invitation et puis très hâte que cet Euro commence, on va se régaler. Ouais, pareil. Merci beaucoup de l'invitation. Toujours un plaisir de venir parler basket, hein, globalement. Et puis le concept est vraiment cool. Ça permet, là en plus, ce format-là, l'épisode d'aujourd'hui, a permis de parler à la fois NBA, Euroleague et championnat lointain. Donc le format est très cool et puis ouais, on va partir sur l'Eurobasket qui va être très très excitant à voir comme d'habitude. Et puis il faut vraiment streamer à fond le podcast, tout le monde le replay et puis voilà. Bah, merci à vous les gars d'avoir accepté. C'est vrai que c'était très cool. On avait besoin d'experts du basket européen pour compléter notre duo et voilà, vous avez été
était parfait dans ce rôle-là. Et Corentin, on te réinvitera dans une draft où tu pourras un peu choisir plus ton choix, parce que là c'est vrai que c'était fait sur un tirage au sort, mais d'habitude il y a un peu plus de tactique et de connaissances à avoir pour pouvoir piquer en 1. Donc Ouais, mais voilà, si avec le quiz, j'aurais fini 4 aussi, je vous connais. Donc en réalité, je me plains parce que j'aime bien, mais je mérite ma 4e place. non, mais on fera un quiz spécial Olympique Lyonnais la prochaine fois, Voilà. et comme ça Oscar il sera en dernier, et ça sera parfait. De toute façon, on va Bon, pas lui voler Oscar. l'Estonien avant sa dernière place, hein, donc. Ouais, c'est ça, ça restera la draft de l'Estonien. J'ai oublié son nom, mais je m'en rappellerai au montage. Oscar, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Non, bah je suis toujours aussi content de pouvoir faire mes petits choix hipster, même si là ça sort plus d'une recherche de 2 jours et d'impression visuelle que j'ai pu faire précédemment pour mon petit Ryan Nembhard. Mais ouais, très très hâte que l'Euro commence. Je pense que c'est un bon moyen, surtout en plus avec la diffusion qui commence de plus en plus à s'accessibiliser aussi, de rentrer un petit peu plus dans le basket européen, même si on a beaucoup de joueurs NBA. En tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je vais m'en servir pour approfondir mes connaissances de joueurs et de tactique de certaines sélections pour entamer ensuite une bonne saison d'Euroleague en parallèle de la saison NBA. Mais en tout cas, merci Corentin et Lucas pour d'être revenus. C'était très très cool d'avoir aussi un petit état des lieux sur certaines sélections. C'était un plaisir. On n'hésitera pas ensuite à vous réinviter pour faire une draft spéciale Euroleague dans la saison. Ça sera avec plaisir. Et le plaisir est partagé. Pareil. Trop bien. Et bah sur ce, on va terminer l'épisode. Merci à vous d'avoir suivi ce 3e épisode du Draft and Pick podcast. Je ne sais pas encore avec quel épisode on se retrouvera la prochaine fois. Pour une fois, voilà, on va réfléchir à tout ça avec Oscar. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Merci à vous les gars d'être venus. Et voilà, à une prochaine. Salut tout le monde.